Bonjour à toutes et tous, je suis Annie, chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion. Donc, bienvenue à vous sur ce nouveau webinaire organisé par le service des emplois de l'inclusion et le pilotage de l'inclusion. Avant de continuer, je vais laisser ma collègue Aurélie se présenter également. Merci beaucoup Annie. Donc, je suis Aurélie Depernay, chargée de déploiement au service des emplois de l'inclusion. Donc mon objectif, c'est de promouvoir l'outil, de montrer en quoi il peut vous servir dans l'accompagnement de vos publics et aussi d'aider à la prise en main de l'outil. Voilà. J'en dirai plus tout à l'heure. Merci beaucoup Aurélie. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. Donc c'est un événement qui est dédié aux missions locales. L'objectif est vraiment de vous montrer comment aujourd'hui le service des emplois et le pilotage peuvent vous être utiles dans le cadre de vos missions. Donc on est vraiment plutôt sur une session découverte de ces services pour faciliter donc vos missions. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, donc à l'issue du webinaire, vous pouvez donc déjà retrouver le replay, le support du webinaire, mais surtout les webinaires qui viendront donc compléter ce qu'on va présenter ensemble avec Aurélie. Alors, déjà quelques éléments pour bien comprendre comment ça va fonctionner avec Livestorm. Vous avez en fait différentes fonctionnalités en bas à droite de votre écran et on va surtout utiliser la fonctionnalité questions. Donc ça, c'est plus pour vous. Si vous avez des questions que vous souhaitez nous partager sur lesquelles vous souhaitez des réponses, je vous invite vraiment à utiliser cette fonctionnalité puisque ça sera plus simple pour Aurélie et moi pour y répondre. Et puis la partie chat, si vous souhaitez nous présenter, voilà, nous dire d'où est-ce que vous venez, sur quel territoire vous travaillez, au sein de quelle mission locale. C'est toujours intéressant pour nous de savoir qui nous rejoint pour cette heure ensemble. Et puis enfin, à l'issue du webinaire, comme je l'ai indiqué, vous aurez bien sûr le replay. Et dès maintenant, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez donc accéder aux supports qui seront utilisés par Aurélie et moi aujourd'hui, directement dans les fonctionnalités en bas à droite dans Apps. Vous pouvez donc cliquer sur les 3 petits points et télécharger les fichiers qui sont à votre disposition. Donc, bienvenue à Martine, Stéphanie, Antoine sur ce webinaire et à tous les autres. Et si vous rencontrez des problèmes pendant ce webinaire, donc en bas à droite de votre écran, vous avez le bouton aide. Sinon, vous rafraîchissez tout simplement votre écran. Alors, est-ce que déjà vous pouvez me confirmer si vous m'entendez bien et si vous nous voyez bien? Vous avez des émoticônes, la possibilité d'interagir avec nous en direct. Je vous laisse me dire, d'en réagir si c'est le cas. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me confirmez dans le chat si c'est le cas pour les personnes qui... Ah, c'est le cas. Écoutez, parfait. Oui, avec un bruit de fond, donc toutes mes excuses effectivement, Diego et aux participants. Je suis malheureusement dans un café et donc c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé sur ma route pour dispenser ce webinaire avec Aurélie. Alors avant de commencer de vous présenter l'agenda, je vais laisser Isor introduire ce webinaire ensemble et puis après nous rentrerons dans le vif du sujet. Bonjour à tous et à toutes. Alors merci pour votre participation. Donc je suis Isor de Goljac, je suis chargée de mission à l'Union nationale des missions locales et avec Annie et Aurélie, nous avons donc co-organisé ce webinaire. Donc il est à destination de l'ensemble des professionnels du réseau des missions locales, donc missions locales, ARML. L'idée, en fait, c'est ce qui n'avait pas encore été fait, c'était de donner une vision un peu globale et nationale de cette thématique pour qu'on puisse avoir déjà une première information qui vient au niveau national et qu'on puisse ensuite affiner donc plus en interne au sein du réseau les différents travaux qui sont mis en place. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous retransférerai à l'ensemble des participants donc le replay qu'on rediffusera dans le réseau. Le but c'est là d'amorcer un premier travail en interne sur donc la thématique de l'IAE avec vous et puis ensuite on affinera selon vos questions. Vous aurez un questionnaire à la fin de satisfaction, donc n'hésitez pas à surtout bien le remplir, à aussi nous partager vos attentes. Si aussi vous avez des initiatives ou des projets en lien avec l'IAE, n'hésitez pas à nous en faire part aussi. Le but, c'est vraiment d'avoir un moment d'information et aussi de partage. Donc voilà, je vais laisser la parole à Annie et Aurélie et puis bon webinaire.
Merci Isor pour cette introduction. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ensemble pendant cette heure? Déjà, une présentation rapide de la plateforme de l'inclusion. La plateforme, c'est la communauté à laquelle appartiennent les services du pilotage de l'inclusion et des emplois de l'inclusion. Puis ensuite, on parlera un petit peu de votre utilisation des emplois de l'inclusion avec quelques chiffres clés. C'est toujours intéressant de savoir d'où on part et où est-ce que vous pouvez aller chacun à l'échelle de votre territoire pour développer les prescriptions des jeunes vers l'IAE. Et puis ensuite, partage d'expérience. Donc, vous aurez la possibilité de prendre la parole si vous souhaitez nous raconter des anecdotes, votre utilisation des emplois de l'inclusion. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui utilisent déjà depuis 2021 le service des emplois de l'inclusion. Donc, ces personnes pourront nous partager leur expérience et nous partager aussi quelques questions qu'ils souhaiteraient partager à toutes et tous. Et puis enfin, Aurélie vous parlera bien sûr des emplois de l'inclusion, déjà votre rôle en tant que prescripteur habilité sur les emplois de l'inclusion, et puis surtout les fonctionnalités essentielles qui vont faciliter votre utilisation de ce service. Et on conclura sur la partie bien sûr questions-réponses. Donc pour rappel, si vous avez des questions, ça se trouve donc en bas à droite de votre écran, et nous vous invitons vraiment à poser toutes vos questions dans cet onglet. Alors, la plateforme de l'inclusion. Est-ce que déjà vous connaissez la plateforme de l'inclusion? Voilà, si vous voulez réagir dans le chat, est-ce que ça vous parle? On associe beaucoup la plateforme de l'inclusion au seul service des emplois de l'inclusion, mais il n'y a pas que le service des emplois de l'inclusion. Il y a plusieurs services numériques et notamment quelques-uns qui vous seront vraiment utiles dans le cadre de vos missions. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme de l'inclusion, c'est vraiment donc une plateforme, un groupement d'intérêt public qui vise à faciliter la vie des personnes éloignées de l'emploi et de celles et ceux qui les accompagnent. Alors, si je vous partage le site internet que voici, donc dans le support, vous aurez directement le lien pour y accéder. Sur ce site internet, en fait, vous allez pouvoir mieux comprendre ce que l'on fait au sein de la plateforme de l'inclusion. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est surtout les services numériques qui peuvent vous être utiles. Et donc, dans les services numériques, il y a plusieurs services, tels que la communauté de l'inclusion, qui va vous permettre en fait d'échanger entre professionnels de l'inclusion. Donc, c'est vraiment intéressant pour les professionnels sur les terrains et qui font de l'accompagnement comme vous. Il y a notamment Dora, qui va vous permettre de connaître l'offre d'insertion sur un territoire. Donc, si vous souhaitez orienter vers des dispositifs et des programmes spécifiques selon les freins sociaux que rencontrent les candidats que vous accompagnez. Vous avez bien sûr les emplois de l'inclusion que je ne vous présente pas, puisque Aurélie va rentrer un peu plus en détail dessus tout à l'heure. Immersion facilitée, donc si vous êtes amené aussi à proposer des immersions aux jeunes que vous accompagnez, donc sachez qu'il y a un service numérique qui peut vous faciliter ça. Et ça sera en alternative notamment de toute la partie papier. Et donc sur ce service numérique, c'est vraiment accélérer l'immersion des jeunes et des autres publics vers les entreprises. Et enfin, vous avez le pilotage de l'inclusion. Et donc c'est le service que je représente. Et là, on va plutôt parler de données, comment en fait objectiver les situations, comment faire en sorte que la donnée soit une information utile dans vos missions pour voir justement comment ça se passe sur le territoire, comment vous travaillez avec les structures d'insertion, quels sont les résultats des prescriptions que vous réalisez pour le cadre de votre agence, de votre mission locale. Alors, je reviens dessus. Et donc là, vous retrouvez dans le support ces différents services que je viens de vous présenter avec les liens qui vont vous permettre d'y accéder. Donc, si vous souhaitez avoir vos informations spécifiques sur l'un des services dont on ne va pas forcément faire un focus aujourd'hui dessus, n'hésitez pas à l'issue, en tout cas, à poser des questions. Et puis, avec Aurélie, on pourra vous apporter quelques précisions si besoin. Alors, état des lieux de l'utilisation des emplois de l'inclusion par les missions locales. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le service des emplois de l'inclusion est utilisé donc plusieurs acteurs, dont vous en tant que prescripteur habilité. Et à partir de votre usage des emplois de l'inclusion, nous, on va en fait collecter ces données et on va vous permettre en fait de vous apporter un éclairage sur ce qui se passe sur votre territoire à partir des réalisations que vous faites, donc à partir des prescriptions que vous faites. Donc déjà, on peut vous dire aujourd'hui combien de missions locales sont inscrites sur le service des emplois de l'inclusion. Donc c'est notamment intéressant pour savoir si l'ensemble des missions locales qui couvrent votre territoire sont bien identifiées sur les emplois de l'inclusion, puisque c'est le service, le cœur aujourd'hui pour pouvoir faire de l'accompagnement vers l'insertion par l'activité économique. Donc aujourd'hui, on a identifié 510 missions locales. Ce sont des informations qui sont disponibles sur le site du pilotage et on va aller rapidement regarder où est-ce que c'est. Et puis, il y a 11 872 professionnels donc, au sein des missions locales
qui aujourd'hui sont inscrits sur le service des emplois de l'inclusion. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette information, puisque si vous êtes plusieurs au sein de votre mission locale à faire des prescriptions vers l'IAE, il est intéressant de se demander si l'ensemble de ces professionnels sont bien utilisateurs, sont bien inscrits sur le service des emplois de l'inclusion, pour qu'ensemble vous puissiez accompagner le plus de jeunes possible vers ce dispositif. Alors, où est-ce que ces données sont disponibles? Eh bien, c'est disponible sur le site du pilotage de l'inclusion. Hop, je me connecte donc à notre service, donc le site du pilotage, donc accéder ici au service du pilotage de l'inclusion. Et ce sont des données donc, qui sont accessibles à tous les acteurs, donc ce sont des données publiques. Donc aujourd'hui, nous savons combien il y a de missions locales qui sont inscrites, mais c'est aussi disponible pour France Travail, pour les acteurs du logement, pour les employeurs, également aussi pour les institutions, les conseils départementaux. Donc pour cela, vous allez en fait dans le tableau de bord public. Et dans le tableau de bord public, vous avez en fait un tableau de bord qui s'appelle Zoom sur les prescripteurs. Quels prescripteurs agissent sur mon territoire et comment? Je consulte le tableau de bord et là, je peux, à partir de cet outil, faire en fait un zoom sur mon territoire si je le souhaite. Donc, imaginons que je m'intéresse aujourd'hui à l'Île-de-France. Hop, je vais mettre ici Île-de-France. Je vais mettre type de prescripteur, mission locale. Hop. Et là, je sais qu'il y a au total 83 prescripteurs, donc missions locales qui sont inscrites sur le service des emplois de l'inclusion. Vous voyez ici la progression pour aussi voir si ils se saisissent de plus en plus du service des emplois et qu'il y a 1513 conseillers, donc à peu près un peu moins de 10% du nombre de conseillers total missions locales professionnels qui sont donc inscrits sur le service des emplois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une table pour pouvoir retrouver toutes ces missions locales qui sont inscrites et ainsi identifier. Si vous voyez des missions locales qui ne sont pas inscrites et pour lesquelles, selon vous, il serait intéressant qu'ils puissent aussi faire de la prescription vers l'IAE, eh bien, vous pouvez les identifier grâce à cette table, à ce tableau, que vous pouvez donc exporter. Donc, c'est assez simple pour exporter. Vous passez sur le tableau. Il y a 3 petits points. Je télécharge au format Excel ou CSV. Voilà. Et donc, ces données sont accessibles à tous. Qu'est-ce qu'on peut aussi avoir comme information utile grâce à toutes ces informations que vous renseignez sur le service des emplois de l'inclusion, mais également aussi grâce à l'utilisation des employeurs, des structures de l'IAE, et aussi grâce aux informations renseignées par les candidats. Parce que vous avez aussi des candidats qui candidatent en autonomie sur le service des emplois de l'inclusion, et puis on a la possibilité de faire un suivi de toutes les actions qui sont réalisées par ces différents acteurs. Alors si on zoome sur les missions locales, je vous ai présenté ici vos réalisations entre l'année 2022 et l'année 2023. Donc, ce sont en fait les prescriptions que vous avez faites sur ces 2 années. Qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà des chiffres clés, donc du nombre de candidatures qui ont été orientées par les missions locales sur ces 2 années. Donc on voit une augmentation, entre ces 2 années, puisqu'on a à peu près plus de 10 000 candidatures qui ont été orientées en plus par les missions locales vers les structures de l'IAE. Donc, c'est intéressant de voir comment vous, à l'échelle de votre territoire, vous vous situez. Est-ce que cette dynamique de croissance s'observe également aussi à l'échelle de votre bassin d'emploi, de votre département ou de votre région? On a aussi le nombre de candidatures qui sont toujours en cours de traitement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous avez en fait un certain nombre de candidatures en 2022, un autre en 2023, et ces candidatures-là sont toujours en attente d'être clôturées par la structure. Et donc, ça veut dire qu'elles ne sont ni acceptées ni refusées. Elles sont toujours nouvelles, à l'étude ou en attente. Voilà. Et donc, on prend en fait ces 3 statuts-là et ça permet en fait de se dire le nombre encore de candidatures potentielles que vous avez orientées vers les structures et pour lesquelles, pour l'instant, les structures ne vous ont pas donné de réponse définitive. Et donc, vous allez pouvoir, pareil, affiner ça à l'échelle de votre organisation, à l'échelle de votre territoire. Si on regarde maintenant les résultats en matière de candidatures acceptées et de candidatures refusées, sur les 58 398 candidatures que vous avez orientées donc, sur l'année 2023, donc pour l'ensemble des missions locales qu'on a vues tout à l'heure, donc les 510, vous avez 27% de ces candidatures qui ont été acceptées et 46% qui ont été refusées. Et donc, on voit la tendance par rapport à 2022. Donc, le volume de candidatures a bien augmenté. Vous êtes d'ailleurs le prescripteur aujourd'hui qui a fait le plus de candidatures en volume sur ces 2 années, entre 2022 et 2023.
Par contre, on voit que le taux d'acceptation, lui, il a baissé. Et donc, pareil, c'est intéressant de voir si à l'échelle de votre département, de votre bassin d'emploi, vous observez ces mêmes dynamiques et surtout d'aller chercher un petit peu plus d'informations qualitatives pour comprendre pourquoi ces candidatures n'ont pas été donc acceptées par les structures. Et donc, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. Quels sont les motifs de refus? Et donc là, ce que nous avons sorti, c'est à partir des prescriptions que vous avez faites et des candidatures donc qui ont été refusées, nous sommes partis chercher l'information de quel motif de refus a été saisi par les structures de l'IAE qui ont reçu vos candidatures. Et donc ça, c'est un éclairage qui est assez important, de plus en plus utilisé aujourd'hui par les acteurs de l'inclusion, par France Travail pour mieux comprendre pourquoi leurs candidatures sont refusées et entreprendre des actions spécifiques avec les structures d'insertion. Aussi par les DETS, par les services déconcentrés de l'État, pour entreprendre des actions de rapprochement entre les structures de l'IAE et les prescripteurs. Et donc, pour vous, ça apporte aussi un éclairage de compréhension de pourquoi vos candidatures n'ont pas forcément été retenues par les structures de l'IAE et potentiellement d'imaginer des actions ou un accompagnement amélioré pour que vos candidats soient aient le plus de candidatures possibles acceptées par ces employeurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a vu tout à l'heure qu'on était à peu près autour de 46% de candidatures refusées sur l'année 2023. Et donc, les motifs principaux, quels sont-ils? Il faut savoir que quand une structure reçoit une candidature, quand elle ne voit pas un motif en fait qui répond le plus à la raison pour laquelle elle refuse la candidature, elle a la possibilité de mettre le motif autre. Autre, en fait, pour pouvoir mieux comprendre pourquoi autre, elle doit obligatoirement mettre un commentaire. Et donc, généralement, vous êtes informé, vous allez plutôt bientôt être informé de ces motifs et des commentaires qui sont donc renseignés par les structures. Donc, nous, on va plutôt s'attacher aux motifs qualifiés. Donc, principalement, si on se concentre sur les motifs qualifiés, on a à peu près 15% pour chaque, sur 3 motifs, pour lesquels les candidatures sont refusées. Donc, le candidat n'est pas joignable, d'une part. Il ne s'est pas présenté à l'entretien, on a à peu près 15%, et pas de recrutement en cours. Voilà. Et donc, si on prend les 2 candidats non joignables et le candidat ne s'est pas présenté à l'entretien, ce sont des éléments potentiellement sur lesquels vous pouvez avoir des leviers avec la structure d'insertion. Pas de recrutement en cours, ça peut être une pratique par rapport à la structure qui ouvre des postes et potentiellement ne recrute pas et voudrait avoir un vivier de candidatures. Donc, des actions sont aussi en cours côté emploi de l'inclusion pour pouvoir aussi améliorer ça et donner plus de visibilité sur le nombre de postes ouverts. Et puis ensuite, vous avez d'autres éclairages. Le candidat est déjà en fait en emploi, potentiellement il n'est pas intéressé, ou un des freins à l'emploi du candidat est incompatible avec le poste proposé. Donc ce sont des informations qualitatives intéressantes pour vous à aller chercher pour mieux comprendre ce pourquoi les candidatures n'ont pas été refusées et pour apprécier aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, où est-ce que vous vous situez dans votre territoire par rapport aux résultats nationaux. Alors, si je vais dans le tableau de bord qui répond à ces questions, je retourne sur le site pilotage et ce tableau de bord, il s'appelle État et suivi des candidatures orientées. Donc pareil, c'est un tableau de bord qui est public, accessible à tous les acteurs de l'inclusion, tous les professionnels de l'inclusion. Vous avez bien sûr le lien directement dans le support. Alors ici, qu'est-ce qui va nous intéresser? Comme vous avez vu, moi, je vous ai présenté les données pour l'année 2023. Donc la première chose, c'est que je vais faire un filtre sur l'année 2023. Donc je vais faire du 1er janvier, donc je choisis ma date, comme dans un calendrier, jusqu'au 31 décembre 2023. Et j'ajoute mon filtre. Voilà, donc j'ai bien le filtre. Là, je vais faire l'analyse au niveau national pour vous montrer qu'on trouve exactement les mêmes chiffres. Je suis bien sur les candidatures que j'envoie vers les structures de l'IAE. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque bien sûr, ce qui m'intéresse, ce n'est pas toutes les candidatures envoyées à l'échelle nationale, mais plutôt celles qui sont envoyées seulement par les missions locales. Donc, je vais aller chercher sur l'origine détaillée de la candidature. Et là, qu'est-ce que j'observe? Au 9 avril 2024, sur l'année 2023, il y a bien eu 58 398 candidatures, 46% qui ont été refusées, 27% qui ont été acceptées. Et donc, ce sont les chiffres clés que je vous ai présentés. Et en partie 8, puisque là, on est en partie 1 de ce tableau de bord, donc tout en bas, vous avez les motifs de refus. Donc, c'est ce que je vous ai montré donc tout à l'heure pour avoir une meilleure compréhension de ce pourquoi les candidatures ont été refusées.
Et ça, vous pouvez faire l'analyse. C'est ça qui est intéressant dans les tableaux de bord qu'on propose chez Pilotage. C'est que grâce en fait à toutes ces données que vous renseignez sur le service des emplois de l'inclusion et que nous on collecte, on va pouvoir vous apporter des éclairages jusqu'au niveau du bassin d'emploi ou au niveau département ou EPCI. Donc imaginons que ce qui nous intéresse c'est l'Ain. J'ajoute mon filtre et là je vois les données qui vont s'affiner pour l'Ain et donc je peux faire l'analyse à l'échelle de mon département pour les missions locales, donc de l'Ain. Voilà, ici je suis bien à l'échelle mission locale. Donc c'est ça vraiment qui est intéressant à travers toutes ces informations et l'usage que vous avez du service des emplois de l'inclusion que vous allez découvrir davantage tout à l'heure avec Aurélie. Enfin, pour conclure cette partie pilotage, c'est quelle est la place des jeunes dans les prescriptions à l'IAE, puisque c'est ça aussi qui va vous intéresser, puisque spécifiquement, aujourd'hui, vous allez plutôt accompagner les jeunes vers l'IAE et d'autres prescripteurs, d'autres publics. Eh bien, nous avons aussi essayé de voir et de faire cette analyse pour les jeunes. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu plus mon écran. Je ne sais pas si ça vous aide. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Pour les candidats à l'IAE répartis par tranche d'âge, on voit aujourd'hui, donc dans la partie jaune, les jeunes de moins de 26 ans. Donc, on a fait aujourd'hui 3 catégories. N'hésitez pas à partager d'ailleurs dans le chat si ces catégories vous semblent pertinentes. On a fait donc les jeunes de moins de 26 ans. Ensuite, nous avons fait les adultes de 26 à 54 ans. Et puis enfin, les seniors, 55 ans et plus. Et donc, on voit l'évolution ici des jeunes entre 2022 et 2023. Donc, ça représente un certain pourcentage. On va aller rapidement voir dans le tableau de bord concerné combien de pourcentage cela représente. Et aussi, la possibilité de voir le nombre, dans le volume de candidatures au total, combien de candidatures sont en fait des candidatures qui concernent les jeunes de moins de 26 ans, donc toujours la partie jaune. Et où est-ce qu'on va trouver ça? Hop, j'agrandis mon écran et je conclurai là-dessus. C'est ce qu'on appelle un tableau de bord public qui s'appelle bilan de la phase de candidature. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le chiffre. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on trouve. Il est juste ici. Donc, c'est le chiffre que je vous ai montré. On fait l'analyse là, annuelle. Donc, combien de candidats jeunes, moins de 26 ans, ont émis en fait au moins une candidature vers les IAE sur l'année 2022 et l'année 2023. Donc, on voit en 2022 qu'on était en fait à 15% de jeunes de moins de 26 ans. Donc, il y en a 46 136 qui ont émis des candidatures vers l'IAE. Donc, ça peut être pour origine, ça peut venir de vous en tant que mission locale accompagnateur des jeunes, mais ça peut venir aussi de France Travail ou de d'autres prescripteurs ou orienteurs ou potentiellement des jeunes qui candidatent en autonomie, qui se sont aussi inscrits en autonomie sur le service des emplois de l'inclusion. Et on voit que sur l'année 2023, on est plutôt à 20%, donc il y a une augmentation du nombre de jeunes qui sont orientés vers l'IAE sur l'année 2023. Si on regarde la représentation dans les candidatures, ça veut dire que d'un côté, on parle des candidats, donc des individus. De l'autre, on va parler des candidatures, donc les CV, les profils que vous envoyez. On voit que sur l'année 2022, il y avait 13% qui concernaient les jeunes sur les 528 465 candidatures. Et cela a augmenté puisqu'on est passé à 18% sur l'année donc 2023. Donc davantage aussi de candidatures qui concernent les jeunes qui sont donc orientés vers l'IAE. Et ça, vous allez pouvoir en fait faire l'analyse, pareil, à l'échelle de votre département. Donc voilà un petit peu ce que nous, on peut apprendre grâce à votre usage des emplois de l'inclusion et du coup des données utiles qui peuvent être intéressantes pour mieux comprendre comment aujourd'hui vos candidatures sont traitées et traitées par les structures de l'IAE et quels sont les résultats de votre action. Et puis donc, ce que je vous propose, c'est de conclure là-dessus et d'avoir vos premiers retours d'expérience. Donc, vous avez la possibilité de prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous donc, qui souhaitent nous partager leur expérience de leur utilisation des emplois de l'inclusion ou du pilotage. Alors, est-ce que c'est le cas? Vous avez la possibilité donc de prendre la parole directement, de lever la main et de nous raconter voilà, quelques mots sur votre utilisation. Est-ce que des personnes souhaitent s'exprimer? J'ai vu notamment sur... Ah, excusez-moi, j'ai vu pas mal de retours. Alors, je vais peut-être laisser... excusez-moi, Jacques, du coup, pour la jeune, vous êtes déjà parti. Patrick, oui, vous pouvez lever la main juste en bas de votre écran et directement activer votre micro. Et si vous le souhaitez, activer votre caméra.
Alors, est-ce que vous avez vu en bas voilà, de votre écran, vous pouvez donc lever la main si vous le souhaitez, comme je viens de le faire, juste en bas de Vous votre écran. m'entendez? Ah, très bien, on vous entend, Patrick. Ok, très bien. Oui, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur l'IAE, en fait. Donc, j'ai commencé à l'époque par les fiches papier qui s'appelaient fiches d'orientation prescription. Et j'utilisais la plateforme depuis 2021. Donc, moi, je trouve les dernières innovations plutôt intéressantes quand il s'agit de rechercher des fois un candidat. Toutes ces facilités pour pouvoir rechercher des informations plus précises par établissement, par type de structure aussi. Ça facilite la vie. Après, j'ai un bilan un peu plus mitigé, effectivement, parce que j'ai beaucoup de candidatures qui sont toujours à l'état d'étude. Et parfois, le dossier reste tel quel pendant 2 ans. Donc, qui est plutôt gênant, en fait. Donc, ce serait bien, effectivement, que les employeurs puissent assez régulièrement remettre à jour, effectivement, l'état des candidatures, qu'on y soit au plus près de la réalité. Après, en termes d'amélioration, la difficulté pour moi aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de prescripteurs sur notre territoire. Je crois qu'il y en a plus de 50. Et la difficulté, c'est d'arriver à retrouver finalement nos jeunes, nos petits, puisqu'ils peuvent être suivis par plusieurs structures. Donc, c'est vrai que je vois bien la possibilité par la suite de pouvoir développer la plateforme avec la possibilité de retrouver, par exemple, l'ensemble des jeunes qui sont orientés par les différents prescripteurs, par exemple, sur le bassin de Montpellier. Je ne sais pas si c'est possible en termes d'évolution de cet outil. Et après, moi, l'autre difficulté que je rencontre, mais c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus prégnant, c'est d'avoir les retours des employeurs, que ce soit via des comités de pilotage où on n'a pas toujours la liste des salariés, en fait. Après, j'arrive à avoir ces informations-là, mais ça demande un gros travail, en fait, de lien avec les structures. Puisque finalement, je reçois des jeunes, mais je fais aussi pas mal de liens pour faciliter la mise en relation de ces jeunes. Voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique pour laisser la parole à d'autres personnes. Je vous remercie, Patrick, pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la main et en tout cas nous partager leur expérience avant de parler des emplois à l'inclusion ? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on va passer aux emplois de l'inclusion. Merci, Patrick. Alors, juste voilà, par rapport à ce que vous avez partagé, il y a des évolutions qui sont en cours côté emploi de l'inclusion pour notamment apporter, en tout cas, améliorer la relation en fait entre structure de l'IAE et les prescripteurs, bien que aujourd'hui le service numérique n'est pas la seule solution. Et puis après, nous, côté pilotage, on travaille aussi à sensibiliser les structures au travers des données, du traitement et du volume des candidatures, puisqu'elles sont aussi interrogées sur ces questions-là, pas que par les prescripteurs, mais également aussi par les financeurs. Voilà. Okay. Aurélie, je te laisse prendre de la main. Oui, merci beaucoup, Annie. Et si je peux aussi réagir, pardon. Si je peux aussi réagir par rapport à ce que vous dites, Patrick. Alors, c'est vrai qu'en termes de délai de traitement des candidatures de la part des employeurs, il n'y a pas de règle, en fait. Après, nous, on les encourage fortement au webinaire de bien compléter les candidatures. Si c'est un refus, tant pis, c'est un refus, mais au moins la demande est clôturée, quoi. Et vous pouvez travailler sur autre chose. Ça c'est certain. Donc, on peut juste les sensibiliser sur ce point. Bien. Ouais. Moi, je suis assez sensibilisé sur ce sujet. Après, j'ai beaucoup d'autres collègues qui l'utilisent et c'est vrai que pour eux, ils ont plus de mal à comprendre, en fait. Alors après, en interne, on est 2 à travailler sur l'IAE, donc on fait pas mal d'interventions auprès des équipes régulièrement, 2-3 fois par an, en fait, pour essayer leur faire comprendre aussi, au-delà de la plateforme, les évolutions un peu politiques aussi, le fait que les jeunes ne soient pas forcément toujours prioritaires par rapport aux bénéficiaires du RSA. Depuis la rentrée de janvier, c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que suite au dialogue de gestion, il y a quand même l'État leur demande de plus en plus de prendre des bénéficiaires du RSA et des adultes. Je pense que ça, c'est aussi lié à l'évolution de France Travail et puis le futur contrat d'engagement avec les 20 à 25 heures
Il y a des conventionnements, effectivement, oui, avec les bénéficiaires du RSA, mais le public jeune reste quand même dans les priorités, puisqu'ils font partie des publics prioritaires dans les critères administratifs. Là, j'ai des employeurs qui me disent concrètement, je pense à un employeur en particulier qui m'a envoyé un mail, par exemple, qui me dit « On verra en octobre si je suis autorisé à pouvoir prendre des jeunes. » Voilà, donc on sent bien qu'il y a un peu une mainmise de l'État sur des envies, par contre, des structures qui ont envie de prendre des jeunes. Et j'entends aussi ce que vous dites par rapport à la mise en relation, parce que c'est vrai que le service permet une mise en relation entre les acteurs, donc entre les accompagnants et les employeurs inclusifs. Mais au-delà de ça, la plateforme ne peut pas se substituer à ce que vous pouvez construire en termes de réseau, de partenariat. C'est limité, et c'est pour ça que sur l'interface, vous verrez toujours les coordonnées des employeurs pour pouvoir décrocher votre téléphone et prendre ce que vous faites. Vous inquiétez pas là-dessus. Mais c'est un point super important que vous soulevez, ça fait partie des bonnes pratiques. Complètement. Non, mais justement, je suis très souvent en lien avec les employeurs, et ce qui permet aussi de pouvoir orienter et placer des jeunes aussi. Exactement. C'est toujours plus simple quand le contact est déjà noué et que chacun se connaisse, en fait, l'interconnaissance entre les acteurs. Ouais. Donc, j'ai envie de dire que la plateforme, c'est un outil qui est nécessaire, mais pas forcément suffisant. Et qui ne se substitue pas, effectivement, au réseau, à ce que vous pouvez construire avec les partenaires. Exactement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus... à ne pas négliger, surtout pas. Complètement. Tout à fait. Ça me permet de faire le lien avec la présentation sur le service numérique donc des emplois de l'inclusion. Donc, ce qu'on vient de dire, que ça permet en fait de faciliter la mise en relation avec les personnes les plus éloignées de l'emploi, avec les employeurs solidaires et avec les accompagnants, puisqu'en fait, sur cette interface, vous avez 4 types de comptes accessibles, donc des comptes orienteurs, prescripteurs habilités, des comptes employeurs, mais aussi des comptes candidats. Alors, on verra bien sûr que les missions locales font partie des comptes prescripteurs habilités et que, à travers l'interface, comme on le disait juste avant aussi, vous avez toujours les coordonnées des organisations et des employeurs qui apparaissent pour vous permettre de créer du lien, de pouvoir échanger avec vous et aussi de découvrir aussi certains partenaires que peut-être vous n'aviez pas l'habitude de travailler avec eux. Donc, pour identifier rapidement les employeurs solidaires qui recrutent, donc le premier point, vous avez un moteur de recherche que je vais vous montrer. Ah, si j'ai pas partagé mon écran, ça va pas aller. Excusez-moi, je partage juste mon écran parce que je voulais vous montrer une petite chose. Donc, hop. Voilà. Donc, pour identifier les employeurs solidaires qui recrutent, vous avez ce moteur de recherche qui apparaît à plusieurs niveaux en fait du parcours. Et donc, ça va, oui. Lorsque vous renseignez une localisation, donc le moteur de recherche part toujours d'une localisation. Que vous cliquez sur rechercher, vous avez effectivement tous les employeurs qui se situent à proximité de la ville que vous avez sélectionnée et tous les postes qui sont ouverts au recrutement. Alors là, j'utilise un module de démonstration, ce sont des données fictives. Vous avez, pour pouvoir un petit peu cibler l'employeur et la fiche de poste notamment, un certain nombre de filtres, donc la distance. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce qui vient d'arriver, c'est que puisque vous commencez à bien connaître les SIAE notamment, vous avez maintenant la possibilité d'aller les rechercher directement à partir du nom de la structure. Puisque auparavant, dans certaines villes où il y a beaucoup de structures, vous étiez obligé de parcourir plusieurs pages pour pouvoir retrouver la structure en question. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est de pouvoir aller rechercher directement le nom de la structure. Donc ici, ce sont les premiers filtres. Et là, vous avez la deuxième proposition de résultats, donc où on a les postes ouverts au recrutement, donc directement les fiches de poste, notamment avec pareil la distance, les types de structures, type de contrat, mais aussi les domaines métiers. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer rapidement comment on pouvait identifier un employeur solidaire qui recrute. Et vous avez également enfin la possibilité de suivre les candidatures que vous transmettez via l'interface. À la suite, donc quand il y a une intervention de la part d'un compte employeur, donc qui va changer le statut de cette candidature, vous allez pouvoir visualiser sur votre tableau de bord ce qui a changé, et vous êtes également notifié par mail pour toutes les acceptations de candidature et refus également.
avec, c'est Annie, je pense, qui le disait juste avant, dans le cadre des motifs de refus, vous avez une explication de la part de l'employeur. Je vais m'expliquer un petit peu plus en détail par la suite. Donc voilà pour le service et à quoi est-ce qu'il peut vous servir en tant que mission locale. Alors, sachez que sur cette page, en fait, c'est la page où vous avez une mine d'informations finalement sur les emplois de l'inclusion. Elle est accessible depuis votre tableau de bord. Si je reviens ici sur votre tableau de bord, donc ça c'est le module de démonstration ici, vous avez toujours le bouton besoin d'aide. Et ici, si vous cliquez sur documentation, eh bien vous avez accès à la page que je vous montre sur la slide. Donc cette page a vraiment, je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à la consulter, puisque tout en haut, vous avez notamment le numéro de téléphone de notre assistance. Donc, tout en sachant que les personnes qui répondent, donc ce sont des personnes en insertion, puisque c'est Croix-Rouge qui se situe à Marseille. Donc, ce sont des salariés en insertion qui peuvent vous répondre sur des questions de premier niveau, j'ai envie de dire, puisqu'ils peuvent vous guider sur l'interface, vous apporter des réponses, mais ils ne peuvent pas intervenir sur le back-office des emplois. Donc, si la demande est plus pointue, on a une deuxième possibilité, c'est d'envoyer un formulaire auprès du support des emplois de l'inclusion. Où là, vous devrez renseigner un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent investiguer et solutionner en fait la difficulté que vous pourriez rencontrer. Vous avez ici un moteur de recherche. Si vous cherchez un article, je ne sais pas si vous tapez critères administratifs, si vous cliquez rechercher prescripteur habilité, vous avez pas mal d'articles qui peuvent ressortir à partir d'un mot-clé. Et en bas, vous avez plusieurs blocs, en fait. Je vous invite à consulter, si ce n'est pas déjà fait, ce bloc ici, les modes d'emploi pour les employeurs, où vous avez des pas à pas de toutes les fonctionnalités disponibles sur le site des emplois. Donc, comment s'inscrire, comment postuler pour un candidat, vous avez vraiment une mine d'informations ici. Et nouveauté également, on commence à mettre en place des MOOC. Donc, ce sont des tutos en vidéo pour vous permettre justement une nouvelle fois de vous guider dans l'utilisation du service. Donc, c'est un bloc où il y a pas mal d'informations pour l'utilisation du service. En dessous aussi, cet espace est assez bien fait puisque là, vous avez beaucoup d'informations sur l'IAE, sur les GEC, sur les employeurs solidaires finalement. Vous pouvez consulter cette partie si vous voulez en savoir plus, notamment par exemple, pour pouvoir comprendre la différence entre les types de SIAE, par exemple, pour adapter l'orientation d'un candidat vers telle ou telle structure. Et dernier point, donc, ce sont les webinaires. Ici, vous avez la possibilité donc, de consulter tous les replays des webinaires que l'on anime, mais aussi de vous inscrire sur ces webinaires. Alors, je vais revenir ici pour vous en dire un petit peu plus. Donc, sachez que si vous allez sur le bloc webinaire, vous avez la possibilité de vous inscrire. On a pour les prescripteurs deux types de webinaires, donc deux formats, avec une inscription libre. Vous connectez, vous renseignez votre nom, votre adresse mail et à la suite, donc vous êtes enregistré sur notre événement et vous recevez une notification par mail avec votre code d'accès. Et le jour J, bien, vous pouvez vous connecter à notre webinaire et poser vos questions, etc. Donc, deux types de webinaires. Premier type, c'est vraiment pour les débutants. Donc, c'est information et démonstration. Donc là, la durée est de 2 heures. C'est organisé chaque mois. Donc, tous les mois, vous pouvez vous inscrire sur une date. On a prévu là jusque fin juin des dates. Après, ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas, surtout, par exemple, s'il y a du turnover dans vos équipes, s'il y a des personnes qui veulent vraiment avoir des démonstrations sur les fonctionnalités de base, n'hésitez pas à leur proposer de s'inscrire ou vous-même à vous inscrire. Également, donc, le deuxième type de webinaire, ce sont les questions-réponses et nouvelles fonctionnalités. Donc là, le format est un petit peu plus court puisque c'est une durée de 1 heure. On en organise 2 tous les 3 mois et donc c'est plutôt réservé à des personnes, des utilisateurs qui sont déjà un petit peu habitués à l'utilisation du service, puisqu'ici on va présenter uniquement les nouvelles fonctionnalités,
sur les emplois de l'inclusion. Et donc, c'est en gros une demi-heure sur les nouvelles fonctionnalités et une demi-heure sur des questions-réponses, où là, vous pouvez venir poser toutes vos questions, vos interrogations, vos suggestions. Donc, n'hésitez pas surtout à venir participer à nos webinaires. On en organise aussi des spécifiques, donc des webinaires spécifiques à destination d'un type de réseau, d'un territoire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, hein, on est très content de pouvoir vous accueillir dans ces webinaires. Donc j'ai vu dans les personnes qui s'étaient inscrites, donc les attentes, c'était notamment de savoir comment est-ce qu'on s'inscrit. Alors pour ces personnes, je vous invite vraiment à venir participer à notre webinaire, parce que là je vais pas avoir le temps en 20 minutes de tout vous expliquer. Donc n'hésitez pas à venir et on vous montrera à travers le module de démonstration la façon dont on s'inscrit. Et aussi à utiliser le mode d'emploi pour les prescripteurs. Vous avez une fonctionnalité s'inscrire et vous pouvez avoir le pas à pas sur ce sujet. Ce que je voulais juste vous dire par rapport à l'inscription et à la gestion du compte, c'est que il y a souvent des retours au support, c'est que finalement, il n'y a qu'un utilisateur sur une organisation. Et ça, c'est une difficulté parce que finalement, si cet utilisateur n'est plus là, eh bien, il n'y a plus d'accès à l'interface et du coup, vous êtes obligé de passer par le support, de faire une demande pour pouvoir vous reconnecter sur votre organisation. Donc, ce qu'on conseille dans les bonnes pratiques, c'est que il y ait plusieurs utilisateurs et notamment qu'il y ait 2 personnes qui soient administrateurs. Donc, les administrateurs, c'est pas vraiment un rôle hiérarchique, mais ils ont la possibilité finalement d'inviter d'autres collaborateurs, de supprimer des comptes pour des collègues qui ne seraient plus dans la structure, par exemple. Donc, c'est important d'en avoir au moins 2 pour être sûr qu'il y ait possibilité d'inviter de nouvelles personnes ou d'en retirer si besoin. De bien avoir un compte pour chaque collaborateur, donc de ne pas utiliser le compte de mon collègue, voilà. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de comptes utilisateurs, donc surtout, c'est important dans le cadre de la sécurisation aussi que vous ayez bien votre espace et qu'on vous identifie bien lorsque vous envoyez une candidature vers un employeur. Voilà. Et juste dernier petit point sur l'inscription. Donc, on a vu tout à l'heure, Annie nous a présenté la plateforme de l'inclusion, dont font partie les emplois, pardon. Donc, il y a une dizaine de services à peu près. Et sachez que lorsque vous créez un compte avec Inclusion Connect, eh bien, vous pourrez vous connecter à tous les autres services des emplois. Ah, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on a une date pour le tableau de bord? Excuse-moi, Aurélie, c'est une erreur de ma part, je vais répondre en direct. je continue, c'est pas grave. On la reprendra après, hein, c'est bien ça? Je la retiens. Ok. Donc, n'hésitez pas, avec Inclusion Connect, vous pouvez avoir accès à tous les services de la plateforme, notamment, on a vu tout à l'heure Immersion Facilité, on a vu Dora. Donc, avec les mêmes identifiants des emplois, vous pouvez utiliser ces autres services. C'est une simplification dans l'utilisation de tous les services de la plateforme de l'inclusion. Alors, on va en venir au cœur un petit peu de ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Ce sont les fonctionnalités qui sont attribuées au compte de prescripteur habilité dont vous, Mission Locale, vous faites partie. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les organisations puisque la liste des organisations autorisées en tant que prescripteur habilité a été fixée par arrêté national. Donc, la Mission Locale en fait partie. Et je vais vous expliquer en quoi c'est une plus-value finalement de pouvoir envoyer un candidat vers un employeur solidaire avec ce type de compte. Donc, vous voyez sur les différentes fonctionnalités présentées ici sur la slide, les 2 premières, donc proposer des candidatures aux employeurs solidaires et suivre ces candidatures. Donc, ces 2 fonctionnalités sont accessibles également par des comptes orienteurs ou par le compte d'un candidat. Pour toutes les autres fonctionnalités qui vont venir, seul le compte prescripteur habilité peut avoir le droit d'utiliser ces fonctionnalités. Et je vais vous montrer à quel point, en fait, ça peut avoir un poids dans l'orientation des candidatures. Notamment le premier, donc de valider l'éligibilité à l'IAE d'un candidat pour 6 mois. C'est-à-dire que si vous, en tant que mission locale, vous orientez un candidat, eh bien, forcément, ce candidat sera éligible à l'IAE puisque vous êtes prescripteur habilité. Un orienteur ne pourra pas valider l'éligibilité. Donc, ce qui permet finalement à la SIAE de ne pas avoir à valider cette éligibilité, à avoir un candidat qui est déjà éligible,
Donc, il ne sera pas tenu non plus d'avoir des justificatifs qui attestent que la personne répond bien à des critères administratifs exigés pour l'IAE. Et l'employeur ne sera jamais contrôlé pour toutes les candidatures qu'il acceptera de la part d'un prescripteur habilité. Donc, le compte prescripteur habilité permet également de déroger aux critères administratifs exigés pour l'IAE. Et ça, c'est le seul type de compte qui le permet, puisqu'un employeur inclusif qui voudrait embaucher une personne directement, eh bien, cette personne devrait répondre à ces critères administratifs. Donc, j'ai mis un lien si vous voulez aller les consulter. Donc, si vous cliquez sur critères administratifs, vous allez revoir un petit peu la liste. Donc, il y a les critères administratifs de niveau 1 et de niveau 2. Et normalement, pour qu'une personne soit éligible, il faut absolument qu'elle réponde à un critère de niveau 1 ou 2 à 3 critères de niveau 2. Eh bien, pour un prescripteur habilité, une mission locale, si la personne, selon le diagnostic socio-professionnel qu'elle a posé sur cette personne, s'il considère qu'il est nécessaire et que l'IAE serait justifié, lui permettrait d'avancer dans sa situation, eh bien, il peut rendre cette personne éligible et lui permettre d'être embauché par une SIAE. Alors, à savoir que, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous envoyez une candidature, donc le diagnostic est posé pendant une durée de 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, le candidat va être éligible, l'employeur pourra l'embaucher directement. Alors, ça ne veut pas dire que le pass IAE démarrera. Le pass IAE, lui, va démarrer uniquement le premier jour de travail de cette personne. Si aujourd'hui, j'oriente une personne sur l'interface vers une structure et que la structure l'embauche à partir du 1er juin, eh bien, le 1er juin, le pass IAE va démarrer. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, on a dit valider l'éligibilité d'un candidat, déroger aux critères administratifs. Vous pouvez aussi déroger au délai de carence entre 2 pass IAE. Alors, de la même manière, c'est possible uniquement par un compte de prescripteur habilité. Puisque normalement, donc un pass IAE, qui permet l'entrée vers une SIAE, lui permet de bénéficier de l'aide au poste, etc. Normalement, à l'issue des 2 ans, puisque c'est 2 ans, un pass IAE, à l'issue de ces 2 ans, eh bien, la personne doit attendre un délai de carence de 2 ans s'il y a besoin d'un second pass IAE. Alors, j'entends, ce sont des situations exceptionnelles puisque normalement, le but de l'IAE, c'est bien de constituer un tremplin pour permettre à la personne d'accéder à l'emploi durable. Mais toutefois, il peut arriver que une personne a passé 2 ans dans l'IAE, son pass est échu, il revient vous voir 2 mois après. Finalement, la situation, il y a encore beaucoup de freins à lever et l'emploi durable n'est pas possible. Donc, vous êtes seul en tant que prescripteur habilité autorisé à pouvoir permettre à cette personne de disposer d'un nouveau pass IAE sans attendre le délai de carence de 2 ans. Alors, autre point, c'est vous pouvez aussi autoriser une prolongation de pass IAE. Alors ça, c'est toujours à l'initiative de l'employeur. C'est l'employeur qui va décider s'il y a besoin de poursuivre le parcours. Et sur certains critères, il aura besoin absolument de la validation d'un prescripteur habilité pour prolonger le pass. Je vais vous montrer juste par la suite plus de précision. Et enfin, vous pouvez également, à travers votre compte, identifier comme public prioritaire vers un GEC. Donc les GEC, ce sont les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Ce ne sont pas des SIAE, mais sachez qu'avec votre compte, vous pouvez aussi permettre à ces personnes de devenir public prioritaire pour une entrée dans un GEC. Alors, non, pardon, je vois qu'il y avait une question, mais excusez-moi. Peut-être, si vous voulez en savoir plus sur les GEC, pareil, vous pouvez participer à nos webinaires, on en dit un petit peu plus. Vous avez aussi sur la page, le site où il y a toutes les informations, toutes des précisions ce sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, ils proposent des contrats de 6 à 24 mois, donc contrat de professionnalisation ou apprentissage, et ils proposent également une action d'accompagnement socio-professionnel. Et en contrepartie, finalement, c'est un peu la même chose. Le GEC va percevoir une aide à l'accompagnement
pour l'embauche d'un candidat dans ce cadre. Et l'objectif ici, c'est l'emploi durable. Dans les GEC, en fait, c'est la personne va entrer dans un GEC, elle va monter en compétence au sein d'une de ces entreprises adhérentes, et le but, c'est qu'à la fin, il soit vraiment embauché dans une de ces entreprises de manière durable. Voilà, je faisais juste une petite parenthèse, mais je me dépêche parce que j'ai encore des choses à vous dire. Alors, je voulais juste vous rappeler sur les prolongations de pass IAE. On a vu que c'était qu'à un moment donné, une SIAE a forcément besoin d'un prescripteur habilité s'il veut prolonger un pass pour 3 critères notamment. Vous le voyez ici sur le tableau. Donc, pour les 2 premiers motifs, il n'a pas besoin. Il peut le faire directement sur l'interface. Mais pour les 3 autres motifs, alors les personnes de 50 ans et plus, ça ne vous concerne pas. Les personnes qui bénéficient de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est pas trop non plus le champ, le public cible. Mais peut-être pour le dernier point, donc et qui concerne uniquement les associations intermédiaires et ateliers et chantiers d'insertion. Donc l'entreprise peut demander une prolongation de pass pour le motif que le salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes. Donc, et s'il souhaite le faire, eh bien, il doit enregistrer une demande de prolongation sur le site des emplois et l'adresser à un prescripteur habilité. Il ne pourra permettre à la personne de prolonger ce pass que si un prescripteur habilité valide cette prolongation. Alors, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si vous êtes sollicité pour une demande de prolongation, vous serez notifié par mail afin que vous puissiez aussi traiter la demande de manière... pas assez rapidement, mais que vous puissiez en être informé en tout cas. Voilà. Alors encore quelques petits points avant que je termine. Nouveauté aussi sur votre tableau de bord. Je ne sais pas si vous avez vu, lorsque vous descendez sur votre tableau de bord, tout en bas, vous avez le service Diagoriante. Et ça, c'était quelques attentes que j'avais vues dans vos retours en tant qu'inscrit. C'est que vous avez un service qui vous permet en fait d'accompagner les personnes avec la création d'un CV. En fait, vous avez sur ce site des modèles automatisés et vous pouvez créer un CV pour vos candidats assez rapidement via un service numérique. Donc, je voulais juste vous en parler puisque ça fait partie des nouveautés. Alors, j'ai eu des questions aussi sur vos retours par rapport aux candidatures déclinées. Alors, vous avez sur la partie de gauche ce qui apparaît côté employeur et sur la partie droite de la slide, ce qui apparaît sur le côté du compte prescripteur. Donc, pour l'employeur, en fait, s'il décide de refuser une candidature, il doit sélectionner un motif de refus. Alors, le motif, vous voyez, il y a la liste qui est sur la copie d'écran à gauche. Donc, il doit sélectionner un motif de refus qui sera vu uniquement par le prescripteur. Le candidat ne verra pas cette information. Et il doit obligatoirement aussi adresser un message de réponse. Donc, c'est un champ obligatoire, un champ libre. Et ce message sera vu à la fois par le candidat et par le prescripteur. Et enfin, l'employeur a la possibilité, s'il le souhaite, ça c'est un champ facultatif, d'adresser de manière privée un message auprès du prescripteur. Donc, il y a 3 champs que l'employeur doit saisir pour pouvoir refuser une demande. Et sur la partie de droite, donc, vous voyez qu'il y a alors la réponse de l'employeur, vous avez le motif du refus qui apparaît. Alors, vous avez peut-être le commentaire privé de l'employeur, mais c'est facultatif. Ça, c'est pas. Nous, on encourage vivement en webinaire de bien renseigner les motifs de refus parce qu'on pense que ça peut être intéressant de bien cibler en fait quel est le frein, qu'est-ce qui fait que la candidature a été refusée et de pouvoir justement peut-être actionner des leviers pour obtenir une candidature acceptée par ailleurs peut-être. Et enfin, donc, vous avez le message qui est envoyé au candidat et à vous-même, puisque là, c'est la copie d'écran de votre tableau de bord. Et juste en bas, vous avez un petit menu déroulant où on vous dit, vous pouvez contacter l'employeur pour en savoir plus. Et là, automatiquement, vous avez les coordonnées de l'employeur qui apparaissent. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le contacter pour en savoir plus. Donc ça, c'était pour les motifs de refus et les refus. Alors, j'ai vu aussi dans vos attentes une mention sur l'extraction des données. Alors, on a vu sur le site du pilotage qu'il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de tableaux de bord publics que vous pouvez aller consulter librement.
Mais si vous voulez des données nominatives, eh bien, sur votre tableau de bord, vous avez également la possibilité d'exporter des données. Donc, ça se passe sur le bloc de gauche. Vous voyez, exporter toutes les candidatures. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, vous avez la possibilité d'exporter au format Excel toutes les candidatures que vous avez envoyées sur un mois ou alors l'ensemble des candidatures qui ont été réalisées à partir de votre organisation. Sur ces tableaux de bord Excel, eh bien, vous aurez un certain nombre d'informations qui concernent le candidat. Donc, ce sont des données nominatives. Vous avez aussi des données sur l'employeur, vers quelle structure est-ce que la personne a été orientée, le type de structure, quelle fiche de poste a été ciblée. Vous avez des informations sur la candidature en question, donc d'où elle vient, le nom de votre organisation finalement, le nom du collègue qui a orienté cette candidature, la date de la candidature, auquel statut elle se situe, donc elle est en attente, elle est acceptée, elle est refusée, voilà. Vous verrez si elle a été refusée, le motif de refus et si la personne est éligible encore à l'IAE. Vous aurez également des informations, si la personne a été embauchée, vous aurez des informations sur la date de début et de fin, si la fin est déjà arrivée, d'embauche, et des informations qui concernent le pass IAE, donc le numéro de pass, la date de début et de fin, et son statut, à savoir s'il est toujours en cours, s'il est expiré, ou si éventuellement il a été suspendu par un employeur. Donc voilà pour l'export des données, et j'en ai terminé pour cette présentation, puisqu'on va pouvoir passer aux questions-réponses, si vous voulez bien. Alors, du coup, Aurélie, je te partage une question et puis je te laisserai ensuite terminer et conclure par Isor. Comme j'ai pas un très bon son, je voudrais pas déranger davantage du coup le webinaire. J'ai une question qui vient de Patrick, qui est intervenu donc tout à l'heure. Si tu as donc des éléments de réponse, sinon ça sera pour la suite. Alors, je me posais la question pour tout ce qui concerne éligibilité aux clauses sociales avec des employeurs qui ne sont pas des SIAE. Est-ce qu'un jour, la plateforme Inclusion pourra aussi servir de support pour vérifier et valider l'éligibilité aux clauses sociales? Alors, pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux. Je suis désolée. On a quelques OPCS, mais après, on n'a pas encore trop abouti sur ce projet. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'au niveau des GEC, il va y avoir une montée en charge, finalement, de leur enregistrement sur l'interface à partir de janvier l'année prochaine. Donc, les GEC seront plus représentés au niveau des emplois à partir de l'année prochaine. Par contre, sur les OPSCS, je suis désolée, j'ai pas plus d'informations que ça. Merci pour cette question. Est-ce qu'il est possible de préciser ce que c'est OPCS, Aurélie? C'est les opérateurs pour les clauses sociales. Voilà. Donc, c'est un autre dispositif. Et ce sont des dispositifs, Patrick, que vous pouvez aussi retrouver en fait sur le service des emplois. Enfin, ils ont la possibilité d'utiliser le service des emplois, mais il n'y a pas encore le même processus obligatoire comme pour les structures de l'IAE. Donc les données aujourd'hui ne sont pas exhaustives. C'est la même chose en fait pour les GEC, c'est la même chose pour les EA, les entreprises adaptées. Bien adaptées, oui. Voilà, le service des emplois est ouvert à plusieurs employeurs, à plusieurs acteurs. Par contre, aujourd'hui, il est vraiment facilité et éprouvé pour l'accompagnement vers l'IAE. Voilà. Ouais. Voilà. Et sur ces quelques mots, il n'y a pas d'autres questions. Du coup, Aurélie, je ne sais pas si tu veux conclure sur un élément en particulier sur ces 2 dernières minutes. Sinon, dans ce cas, je laisserai Isor conclure. Alors, on n'a pas d'autres questions. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir quelques questions. Elles ont toutes été traitées, on est d'accord? Oui, tout à fait. Les questions étaient spécifiques sur le pilotage de l'inclusion. Et j'ai répondu directement à Élodie. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'échanges du coup dans l'onglet questions. Si je peux terminer sur un seul point sur lequel j'ai déjà assez insisté, je pense, au début, c'est de ne pas hésiter à participer à nos webinaires, donc webinaires de niveau 1 ou de niveau 2. Même si vous êtes déjà habitué à utiliser le service, il évolue il évolue assez rapidement finalement en fonction des retours qu'on a du terrain pour l'adapter aux besoins, pour qu'il soit plus agréable, plus facile d'utilisation. Donc les webinaires de niveau 2 notamment, ça peut être intéressant pour vous pour observer les nouvelles fonctionnalités et pouvoir poser des questions auxquelles on répondra avec plaisir. Voilà, merci beaucoup.
Alors, je vais conclure rapidement. Déjà, merci à tous pour votre participation et puis surtout un grand merci à Annie et Aurélie pour tout le travail effectué et de nous avoir présenté l'ensemble de ces données. Alors, comme vous avez pu le voir, donc le réseau des missions locales est un prescripteur très important de l'IAE. Là, l'idée, c'était de présenter justement toutes les fonctionnalités différentes et auxquelles vous n'avez pas forcément eu accès pour mieux comprendre comment vous orienter, mieux comprendre les pratiques pour pouvoir les améliorer. Ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est que donc cette plateforme, ça reste bien un outil et non pas une finalité. Ça vient en complément de tout le travail que vous mettez en place au niveau local concernant les orientations et les liens que vous entretenez avec l'IAE, enfin avec les SIAE surtout. Donc, un grand merci pour votre participation. On vous transférera les comptes rendus. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions spécifiques sur ces sujets. Et en tout cas, de la part de l'UNML, on continuera donc la remontée et puis le passage d'informations sur toutes les questions concernant l'IAE. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.